Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bourse Focus, le magazine dédié aux offres de produits et services de Boursorama. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Axel Pierron, directeur de la relation client chez Morningstar Sustainalytics. Bonjour Axel. Bonjour Laurent. Alors, ça ne vous a pas échappé si vous êtes des fidèles de Bourse Focus, c'est une vidéo consacrée dans une série de 4 à la notation ESG mise en place sur le portail Boursorama pour les visiteurs et les clients en partenariat, puisque c'est vous qui fournissez ces données, Axel, avec Morningstar Sustainalytics. Et après avoir présenté l'offre globale, on avait décidé de s'intéresser plus particulièrement à toute l'information disponible, j'ai envie de dire presque information par information. Et aujourd'hui, on va parler du risque carbone et de l'émission carbone. Ça, c'est au départ sans doute l'aspect le plus connu par les particuliers, puisqu'on est tous là à se mesurer sur, voilà, t'as vu le bilan carbone de tes vacances en Suède. Donc ça, c'est un petit peu rentré dans les mœurs. Par contre, quand je regarde cette notion risque carbone, émission carbone, on pourrait se dire, mais attends, c'est quoi la différence entre les deux? C'est des notions qui semblent un petit peu proches. Alors, c'est des notions qui sont un peu proches et puis qui reprennent des informations comparables. On parle toujours de l'émission carbone. Mais le risque carbone, c'est le risque pour l'entreprise, pour la santé financière de l'entreprise, est lié à ses émissions carbone. Ce qui est différent de juste son niveau d'émission carbone. Typiquement, le risque peut varier au même niveau d'émission en fonction du secteur dans lequel vous êtes, et notamment en fonction aussi de la contrainte réglementaire qui s'applique à votre secteur. Et je prends un exemple tout simple. Vous avez d'un côté des entreprises de l'automobile qui sont particulièrement ciblées aujourd'hui par les réglementations, notamment sur les moteurs thermiques, et donc qui sont soumis très fortement à un risque carbone très fort. Et puis de l'autre côté, vous avez des entreprises, typiquement de l'industrie lourde, qui vont émettre sans doute beaucoup plus, pour produire de l'acier, etc., mais qui sont pour l'instant moins soumises à des contraintes réglementaires, notamment parce qu'il n'y a pas forcément aujourd'hui encore d'alternatives technologiques pour produire cet acier sans émettre du carbone. Donc elles vont avoir un niveau d'émission qui est plus élevé qu'une entreprise de l'automobile et pourtant un risque plus faible parce que pour l'instant, elles ne sont pas ciblées et donc il n'y a pas de contrainte réellement à la réduction pour elles, pour l'instant en tout cas. Et ça ne représente pas de risque financier. Quand je vous écoute, le risque carbone, c'est vraiment quelque chose qui peut venir impacter, comme ça, par exemple, si demain les constructeurs automobiles se voyaient c'est, je crois, en Europe 2035, si ma mémoire est bonne, il va falloir trouver une alternative, donc là, risque carbone élevé. Exactement. Et typiquement, l'exemple que je vous donne sur l'industrie lourde, on peut imaginer qu'à terme, il va y avoir des réglementations beaucoup plus contraignantes sur ces activités-là, et là, le risque carbone pour ces entreprises va bien sûr augmenter. Donc, comme vous le disiez, Axel, on peut avoir un risque carbone beaucoup plus fort avec des émissions qui sont relativement similaires d'un secteur à l'autre. Ça, c'est bien quelque chose à bien garder en tête. À quelle fréquence moyenne sont mises à jour ces données? C'est la question qu'on peut se poser. Elles sont mises à jour de manière annuelle quand les données sont reportées par les entreprises. Donc, on prend les données reportées par les entreprises de leur niveau d'émission et on les met à jour à ce moment-là. Bon, alors, on a le risque carbone, on a également le niveau d'intensité carbone, ça selon tonnes de CO2 émises par millions d'euros de revenus générés. Et là, on se dit, super. Sauf qu'on se dit, finalement, tiens, qu'est-ce que c'est une faible intensité carbone ou à contrario, une forte intensité carbone? Est-ce que là aussi, comme vous l'avez très bien fait, on peut avoir peut-être des exemples concrets pour comprendre un petit peu mieux comment tout ça fonctionne? En fait, l'intensité carbone, elle a deux éléments. À la fois le niveau d'émission total et le chiffre d'affaires généré. Donc, elle dépend de ces deux éléments. Et donc, parler d'un fort niveau d'émission ou d'un faible niveau d'émission n'a de sens qu'au sein d'une industrie. D'accord. Parce que vous pouvez, bien sûr, en fonction du produit fini et de la valeur du produit fini, avoir des niveaux très différents. Donc c'est là où ça va être intéressant. On va les comparer vraiment au sein de l'industrie sur les produits équivalents. Et donc on va regarder l'entreprise qui est la plus efficace, qui arrive à gérer, qui est la plus efficiente, qui arrive à générer du chiffre d'affaires tout en limitant son niveau d'émission. Alors typiquement, il y a quand même des biais qui peuvent exister et c'est pour ça que c'est important de le regarder par industrie parce qu'on peut imaginer que si vous augmentez la valeur du produit sans réduire le niveau d'émission, vous allez de facto... Voilà, si je bouge l'un des deux paramètres, j'ai moyen de m'en sortir. Exactement, donc on peut jouer aussi sur le chiffre d'affaires ou sur la valeur finale du produit. Donc c'est là où c'est quand même intéressant de le comparer sur des industries équivalentes pour voir quelle est l'industrie la plus efficiente. Mais comme souvent, c'est une donnée qui ne peut pas être prise de manière indépendante, seule, il faut la regarder par rapport au niveau d'émission, par rapport au risque carbone, si on veut être un investisseur responsable par rapport à ces problématiques. Bon, et je comprends, quand je suis un investisseur individuel, je vais avoir une entreprise dans laquelle je vais avoir envie d'investir, et c'est là où je mets éventuellement l'autre fiche valeur d'un concurrent et dire, tiens, est-ce qu'il s'en tire mieux ou moins bien? Bon, comprendre l'importance de l'industrie du secteur. On a le risque carbone, à côté, c'est tout en bas, sur les données extra-financières fournies sur Boursorama, les émissions carbone.
Là, c'est plus simple, a priori. Bah, voilà, les émissions carbone, c'est plutôt parlant, sauf que là aussi, quand on creuse, on voit qu'on parle de scope, en l'occurrence de scope 1, scope 2, et là, on a perdu tout le monde. À quoi ça correspond dans la réalité de l'entreprise? Vous avez l'obligation d'être hyper clair. D'accord. Non, alors, en fait, ce n'est pas des données qui sont là pour perturber, hein, mais c'est justement des données qui ont un découpage du type d'émission qui nous permet de mieux comprendre le modèle de l'entreprise et les sources d'émissions. Donc, pour faire simple, le scope 1, c'est les émissions directes de l'entreprise. Par exemple, pour son chauffage, si l'entreprise a un chauffage au fioul, par exemple, ça va être les émissions de carbone liées à son chauffage au fioul. Si l'entreprise a une flotte automobile, ça va être les émissions liées à sa flotte automobile. Le scope 2, c'est les émissions qui sont ce qu'on appelle indirectes, c'est-à-dire les émissions liées à son acquisition d'énergie. Typiquement, ça va être les émissions liées, pour la France, au mix énergétique d'EDF. Quel type d'énergie je vais consommer et du coup, mon niveau d'émission. Et puis, ces deux éléments nous permettent de mieux comprendre, en fait, quelle est la source réelle d'émissions de l'entreprise. Typiquement, si je suis dans une activité de logistique, je vais sans doute avoir un scope 1 assez élevé, ou si par exemple j'ai du transport maritime, je vais avoir un scope 1 très élevé. Si par exemple je fais, comme dans ma région d'origine, la Savoie, je fais du décolletage, j'utilise énormément d'électricité, alors mon scope 2 va être particulièrement élevé. Voilà, donc c'est deux éléments qui vont jouer. Maintenant, pour être totalement clair, et pourtant moi je suis dans l'industrie, si vous me donnez un chiffre absolu comme ça de millions de tonnes de CO2, c'est parfois très difficile de savoir si l'entreprise... Bonne ou mauvaise élève. Exactement, parce qu'il faut aussi le périmètre de l'entreprise, savoir quel est son niveau d'activité, etc. Ce qui est vraiment intéressant, et c'est ce que Boursorama fournit également, c'est la tendance. Et ça nous dit quelque chose de très pertinent. Est-ce que la tendance est stable? Est-ce que l'entreprise est en train de réduire ses niveaux d'émissions? Et ça, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'avec une méthodologie et un périmètre équivalent, si on a une tendance baissière, on voit que l'entreprise est en train de prendre... Pas dans le bon sens. Exactement. Et oui, parce que je précise qu'on fournit ces données scope 1 et 2 sur 3 années. Et là, les gens qui nous regardent disent, mais attendez, moi j'ai entendu parler d'un scope 3, c'est d'ailleurs celui qui fait parfois le plus débat entre les entreprises et les ONG ou associations écologiques. Qu'est-ce que c'est que ce scope 3? Alors le scope 3, c'est tout ce qui n'est pas scope 1 et scope 2. Donc c'est très large. C'est-à-dire donc c'est extrêmement large. Si vous êtes une institution financière, ça va être par exemple toutes les émissions qui sont liées à votre portefeuille de prêts ou d'investissement. Si vous êtes par exemple une entreprise type d'agroalimentaire, par exemple, vous allez prendre à la fois toutes les émissions en amont, c'est-à-dire les émissions qui sont liées aux matières premières que vous utilisez. Vous allez prendre les émissions en aval, c'est-à-dire toutes les émissions qui sont liées à la distribution de vos produits. C'est également les émissions liées à vos clients qui vont peut-être être dans un supermarché à acheter ce produit. C'est également lié à toutes les émissions de vos employés, s'ils se déplacent, s'il y a des voyages d'affaires, etc. Et donc, le scope est extrêmement large. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai débat, parce qu'aujourd'hui, il y a des méthodologies pour l'estimer, parce qu'on est incapable de le mesurer de manière précise. C'est ça. On a l'impression, quand je vous écoute, qu'on peut... on pourrait presque varier du simple au double, suivant si on est très exhaustif ou pas. Tout à fait. Et vous allez devoir utiliser ce qu'on appelle des estimations pour dire, voilà, typiquement, pour le supermarché, pour le client, on va se dire, voilà, il y a un supermarché, la zone d'achalandise, exactement, du supermarché et celle-là. Les gens se déplacent majoritairement en voiture, donc on peut considérer que le niveau d'émission, le chiffre d'affaires étant de temps et ce produit représentant telle part du chiffre d'affaires, on peut imaginer qu'une partie du scope des émissions peut être attribuée au produit. Donc on se rend bien compte qu'on est quand même sur une approche très méthodologique. Et donc, toujours, on essaie de capturer le réel, mais il faut être humble, c'est là la tâche est quand même immense. Et puis, elle pose aussi parfois des questionnements parce que, notamment du point de vue des investisseurs, et particulièrement des investisseurs institutionnels, quand ils font du reporting sur leur portefeuille, ils vont vous dire, mais en fait, on fait sans doute, peut-être, une surestimation. Parce que dans mon portefeuille, je vais peut-être avoir une entreprise qui est en amont d'une autre, et donc l'entreprise en aval va reporter sur les émissions de l'entreprise en amont, une partie, et elle-même reporte. Donc on doublonne quelque part. Exactement. J'ai potentiellement... Alors,
en théorie, c'est possible. Ouais. Encore une fois, dans la pratique, je pense que pour l'instant, dans le scope 3, et c'est pour ça que ça fait vraiment débat, c'est que le scope 3, pour l'instant, on est sur des méthodologies qui essaient d'embrasser la complexité du sujet. Je pense que ces méthodologies vont évoluer, vont s'affiner, vont être de plus en plus précises, mais effectivement, on peut vraiment avoir un débat sur la réalité des chiffres derrière parfois le scope 3. Bon, alors sur Boursorama, on se contente du scope 1 et 2, mais preuve aussi que l'ESG est quelque chose qui se construit, qui n'arrive pas comme ça terminé, et que ça va encore évoluer dans les années à venir. Exactement, tout à fait. Bon ben voilà, merci beaucoup Axel pour ces explications. On est devenu un petit peu plus expert sur le risque carbone et les émissions carbone. Merci Laurent. Bourse au Focus, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.